Grand Matin Sud Radio. 8h moins le quart, vous écoutez le Grand Matin Sud Radio avec le petit déjeuner politique d'Éric Coquerel, ce matin député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et coordinateur du parti de gauche. Oui, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes un peu bronzé parce que vous rentrez du Brésil, vous n'étiez pas en vacances, vous étiez au Forum social mondial qui avait lieu en fait là-bas. Un Brésil d'ailleurs, d'un mot, qui est quand même toujours secoué par la crise, les affaires, etc. Il y a eu une militante l'autre jour qui a été assassinée. Oui, une militante du PSOL qui est en gros l'équivalent du NPA là-bas et qui a été assassinée parce qu'elle s'en prenait à la police manifestement, puisque on dit qu'il y a des balles de la police qui ont été retrouvées. Vous savez, le Brésil, c'est 200 millions d'habitants et je trouve qu'on n'y prête pas assez d'attention. Non. Et là, mais pourtant, il y a beaucoup de relations avec l'Europe. Oui, bien sûr. Ouais, et avec la France. C'est un pays qui aime beaucoup la France. Et là, l'enjeu, il est clair, c'est qu'ils veulent empêcher Lula de se présenter, que Lula gagnerait s'il se présente. Et donc, on essaie de lui sortir des pseudo-affaires judiciaires, comme on l'a fait avec Dilma Rousseff pour la démissionner, l'ancienne présidente du Parti des Travailleurs, qui, je rappelle, n'a rien eu par la suite. Donc, il y a ce qu'ils appellent, eux, un coup d'État permanent. La situation est extrêmement grave. Mais pourquoi qui est derrière à chaque fois? Sont des juges qui empêchent... Ouais, mais des juges, il y a un juge qui Parce qu'on achète les voix là-bas, c'est un peu ça. Il y a un système qui fait que pour être majoritaire, c'est très compliqué et que donc vous avez tendance à un moment donné à essayer, entre guillemets, d'acheter des voix de députés. Mais ça c'est global. Chez Lula, il n'y a aucun enrichissement. Il y a chez Dilma Rousseff non plus. Et en réalité, c'est d'en finir. Vous savez, il y a une vague d'offensive néolibérale en Amérique latine, comme en Europe d'ailleurs. Et elle se passe des fois avec des choses très musclées. Et au Brésil, rappelez-vous, ça a été une dictature très longtemps. Ouais. Là, par exemple, à Rio, l'armée a quasiment pris le pouvoir. C'est ça. Donc, on est dans une situation très tendue. Et j'espère que la pression va être suffisante pour que Lula puisse se présenter et gouverner de nouveau le Brésil. Oui. Alors venons-en donc à la situation ici en France et en Europe. Alors en France, c'est une semaine sociale assez déterminante pour Emmanuel Macron qui veut maintenir le rythme d'enfer des réformes. Journée de mobilisation jeudi prochain. Les syndicats disent avoir du mal à suivre. Vous aussi, parce que le gouvernement et le président font passer les réformes un peu à l'usure finalement, en quelque sorte. Oui, ils en annoncent beaucoup. Toutes ne passent pas, mais ça c'est Macron. Il y a une espèce de communication, je fais pour montrer une espèce de... c'est bien d'orchestrer. Oui, une espèce d'agitation permanente, mais n'empêche, il en passe suffisamment pour casser tout ce qui reste d'état social dans ce pays. Il a fait le code du travail, il a fait passer un budget qui est le plus injuste et inégal de la Ve République. Là, on est en train de mégoter pour quelques centaines de millions d'euros pour tel ou tel service public. On a donné 9 milliards aux plus riches. C'est ça le budget. Et puis là, il veut casser, disons-le clairement, la SNCF, et ça sera le début d'une vague de privatisation avec Air France, avec les ADP, etc. Donc il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et je crois que les cheminots peuvent faire en sorte, parce qu'ils sont très mobilisés, que cette loi ne passe pas, qui serait pas seulement une loi problématique pour les cheminots, pour le statut des cheminots, ça le serait, mais c'est surtout pour l'intérêt général. On casserait le service public ferroviaire dans ce pays, et je pense que les exemples Angleterre montrent que c'est pas ce qu'il faut faire. Oui. Vous serez dans la rue, évidemment, donc jeudi, aux côtés des autres, des syndicats et des autres partis. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'union. Oui, il n'y avait pas véritablement d'union. Je vous vois venir. Première chose, nous on appelle à se mobiliser derrière les syndicats. Le 22, c'est une manifestation de tous les syndicats de la SNCF, plus certains syndicats de la fonction publique. Donc, il faut qu'ils soient le plus possible dans la rue, mobilisés. On va le voir aussi au niveau du taux de grève. Et ça sera, j'espère, la première journée d'action pour bloquer cette réforme. Le reste, vous savez, il y a eu... j'ai entendu différents responsables de partis appeler à l'union sans arrêt, sans vraiment la mettre en pratique. Nous, on a dit... On l'a fait. On a dit qu'on signait toute initiative unitaire. On a signé, le parti de gauche, un appel de parti là, qui se fait. Le groupe France Insoumise le soutient également. Donc voilà, ce qu'on espère surtout, c'est que le peuple soit là. Unis avec les syndicats qui vont manifester également. Quand il y a une journée d'action comme ça, on est unis derrière les syndicats, il faut le maximum de monde, et nous appelons tous les usagers à se mobiliser. C'est absolument essentiel de casser cette réforme qui casse la SNCF. Oui, alors, il y a 3 mois après de grève perlée. Dans le lot des réformes, il y a le contrôle aussi des chômeurs, toujours plus dur. Le gouvernement, vous avez l'impression, prend les chômeurs comme des fraudeurs, comme des boucs émissaires aussi, en quelque sorte, avec ce contrôle. C'est une fois de plus l'idée que le responsable du chômage, c'est les chômeurs. C'est pas le système économique. Non, il y en a qui peuvent en abuser. Est-ce qu'il y en a qui en abusent ? Oui, d'accord. Sauf que vous savez déjà que les mesures sont extrêmement dures. Au bout de 2 semaines, vous n'avez pas été à un rendez-vous, vous pouvez vous retrouver 2 mois sans indemnité. Si on ne vous trouvait pas déjà, on parle d'offres raisonnables, mais ça existe déjà. Donc en réalité, on veut durcir encore ces conditions et faire croire aux Français que le problème, c'est le chômage. Mais vous savez, derrière ça, il y a autre chose. C'est que ça va permettre plus de radier. Et donc, par rapport aux statistiques du chômage sur lequel tout gouvernement se juge, ça va peut-être permettre d'améliorer un peu les statistiques. Quelles statistiques et quels chiffres vous retenez, vous
ce matin, en fait, dans le Parisien, il y a par exemple une responsable du mouvement des chômeurs qui parle de 6,6 millions en tout, oui, d'inscrits. Si on met les voilà, c'est ça. 6,6 millions, ça, on le dit jamais. Ou très peu. Et vous avez raison de le préciser, parce que souvent... Et seuls 41% sont indemnisés. Voilà, et bien sûr, il faut le rappeler. Et vous avez raison de le préciser, parce que souvent, on arrive un peu à fausser les chiffres du chômage en faisant passer d'un statut à un autre. Tout d'un coup, vous arrangez avec les statistiques et vous annoncez triomphalement, ce qu'on annonce en général, que ceux qui sont chômeurs stricto sensu, c'est-à-dire qui ne travaillent pas une seule journée dans le mois. Donc vous arrivez comme ça un peu à bouger les lignes. Mais vous avez raison de signaler qu'aujourd'hui, les gens qui sont en situation de chômage dans ce pays, c'est-à-dire qui cherchent un emploi, ils sont plus de 6 millions, ce qui est évidemment une catastrophe sociale et qui devrait être la première préoccupation du gouvernement et non pas donner 9 milliards aux plus riches. Et Éric Coquerel, député de la France Insoumise, qui est ce matin invité de Sud Radio. Question politique encore avec Mickaël Darmon et Christophe Bordet. Oui, tout d'abord, Éric Coquerel, le statut des cheminots, le gouvernement n'y touche pas en fait, à ce statut, puisque pour ceux qui sont dans la maison, il n'y touche pas en tout cas. Il y touche pour ceux qui viendront plus tard. Donc dans ces conditions, la question que je me pose, c'est pourquoi faire 36 jours de grève perlée et pourquoi prendre les Français en otage une nouvelle fois ? Arrêtez, non. Depuis le Bataclan et autres, arrêtez de parler d'otage, s'il vous plaît. Ça devient injurieux. Écoutez, par rapport... Non, mais d'accord, arrêtons, on va pas ce n'est pas la même chose. Évidemment que c'est pas la même chose. On est d'accord, c'est même pas la même chose, ça n'a même aucun rapport. Maintenant, je veux répondre à votre question. Les cheminots ne se battent pas seulement pour eux. D'ailleurs, le statut a déjà été affaibli depuis des années. Ils se battent sur l'idée que la SNCF ne doit pas devenir une entreprise primée. Or, pourquoi, à votre avis, parce que la concurrence arrive et que la société la concurrence arrive de la SNCF doit devenir une société anonyme. Mais pourquoi la concurrence arrive ? D'où elle vient ? Qui décide que la concurrence doit arriver ? Qui décide qu'on doit faire en sorte de faire ce que les Anglais ne veulent plus, c'est-à-dire d'une privatisation du train anglais ? Vous avez les 2/3 des Anglais qui sont contre, tellement c'est une catastrophe. C'est la Commission européenne. Mais pourquoi nos gouvernements n'ont pas jamais présenté dans leur programme les différents partis qui ont voté ce genre de mesures? Pourquoi ils ne l'ont jamais assumé devant les Français? Vous avez entendu, vous, un parti dire « Ah, je vais privatiser le train, je vais ouvrir la concurrence, etc. » Non, jamais ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils se cachent en réalité derrière leur petit doigt, c'est-à-dire ce qu'ils feront à Bruxelles, ce qu'ils acceptent à Bruxelles ou à Strasbourg. Moi, je vous dis une chose, nous, on gouverne demain le pays, on n'accepte pas l'ouverture à la concurrence. Pourquoi ? Parce que le transport, c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question d'écologique, c'est le transport aujourd'hui le plus écologique quand la question du climat se dérègle. Donc l'ouverture à la concurrence, vous l'avez dit, derrière se cache la privatisation, de façon encore à nourrir les amis de M. Macron, comme il va le faire avec ADP. Et nous disons que c'est une mauvaise chose pour le pays. Le train doit circuler partout, ça ne doit pas être seulement la rente capitaliste qui doit décider de que telle ou telle gare se ferme. Deuxième question très rapide. Selon nos confrères du Monde, Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, aurait touché 205 euros par passage télé durant la campagne présidentielle. C'est ce qui ressort des comptes de campagne. Frais de campagne remboursés par l'État. Mais vous dites quoi, Alexis Corbière, si c'est vrai ce matin? Vous dites Alexis rembourse. Arrêtez. Alexis Corbière, pendant quelques mois, a été payé de manière naturelle, comme d'autres personnes, pour faire la campagne. Donc, cette moyenne au nombre de passages qu'il fait est incroyable. Il a été payé comme porte-parole. Ça vous étonne qu'il porte la parole? Demandez à M. Griveaux, qui était payé 3 fois plus qu'Alexis Corbière, combien ça va faire par passage. Non, tout ça, c'est vraiment une mauvaise polémique. On nous fait sans arrêt des coups fourreux de ce type-là. Je vous réponds une dernière fois, je trouve que ça devient indécent à la fin. Mickaël Darmon. Olivier Faure, qui représente le centre du PS, prend le parti. Donc en fait, malgré la campagne présidentielle, les socialistes restent sur une ligne très pro-européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rien, ils sont dans leur logique, ils l'ont toujours été. Ça fait depuis les années 80 qu'ils nous vendent la même ligne, c'est-à-dire on va changer l'Europe de l'intérieur, c'est eux qui ont changé, ils sont devenus libéraux, donc ils continuent. Mais vous savez, je ne crois pas que ça soit aujourd'hui, que ça soit le problème central de la vie politique française. Voilà. Bientôt avec les élections européennes, certainement, et au fond, ça participe également de la recomposition de la vie politique. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Benoît Hamon vous appelle clairement à la France Insoumise à sortir de ce qu'il appelle votre isolement politique. Mais attendez, je vais vous dire une chose. La manifestation des chômeurs est trop importante pour qu'on fasse de la politique politicienne. Benoît Hamon a fait un interview dans le JDD, il a dû le faire avant, sans même savoir ce qui allait se passer, parce qu'il se trouve que l'appel dont il parle, le parti de gauche l'a signé avant son parti, et le groupe France Insoumise l'a signé aussi avant qu'eux-mêmes le fassent. Donc, à mon avis, il y a un côté un peu manipulatoire de préparation des européennes, de dire « Ah, on appelle à l'unité, finalement,
manifestation. Pas appeler à l'unité. Manque de peau. Le parti de gauche a signé, le groupe France Insoumise l'a fait, et maintenant il se retrouve avec quelque chose d'un peu misérable. Je vais vous dire, je vous en parle rapidement, parce que le plus important, c'est qu'on soit le plus nombreux dans la rue, et non pas que j'en vienne à gloser ce matin sur ce qu'a voulu faire M. Hamon ou pas. Moi, j'espère qu'ils vont arrêter ce genre de choses. Nous, on veut bien se rassembler avec eux, on l'a toujours dit. Le 29 septembre, on les a appelés, ils manifestaient avec nous, donc on arrête de jouer comme ça des trucs très PS. Le risque politique que vous prenez, parce que c'est la deuxième fois que vous appelez à être mobilisé avec les syndicats, la dernière fois ça a été un échec, Mélenchon l'a reconnu. Donc, vous voyez quelles autres solutions, vous ? Mais nous, on se mobilisera derrière les syndicats tant que c'est nécessaire. Par contre, nous le disons, et on l'a toujours dit, nous serions aussi, pour un moment donné, une grande mobilisation à week-end, où tous les citoyens pourraient venir, y compris ceux qui ne peuvent pas faire grève, pour faire masse dans la rue, pour dire Macron, 1 an, ça suffit. Voilà, ça c'est ce qu'on propose à tout le monde. C'est le nouveau projet que vous lancez. Macron, 1 an, ça suffit. Oui, bien sûr, on le met en perspective pour une grande manifestation au week-end, mais en attendant qu'on décide de faire cette manifestation, changer les choses. Le 22 mars, nous on appuie derrière les syndicats et on espère bien que cette grève va marcher. Je vous le dis, est-ce qu'on arrive à battre en brèche la majorité? Non. Numériquement, vous le savez. Mais par contre, on peut se faire entendre. Je crois qu'on se fait entendre à l'Assemblée et qu'on joue notre rôle sur 2 choses, tiens à le dire. Opposition, proposition. À chaque fois, on fait les 2. Oui. Éric Coquerel, sur Sud Radio, avec une question d'une auditrice. C'est Chantal de l'Aveyron qui veut vous poser une question. Allez-y, Chantal, posez votre question. Éric Coquerel vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer d'être très très rapide. Oui. D'abord, je voudrais féliciter tous nos députés de la France Insoumise. Oui, mais votre question, Chantal, votre question. Parce qu'ils font leur travail de représentation de nous-mêmes et du projet collectif qui a été fait avant. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je me disais, face à cette adversité-là, quand on nous parle des cheminots et de leur statut et qu'on le met en avant pour faire croire que c'est ça le problème, je me demande si la France Insoumise n'aurait pas intérêt à mettre à jour tous les privilèges et tous les des députés, justement. D'accord. Alors, merci Chantal, parce qu'il nous reste merci Chantal, 20 secondes. Vous savez, on l'entend souvent ça. Et en tant que militant, je peux vous assurer que c'est un bonheur que des gens viennent dire vous nous représentez bien. Bon, mais ce que dit Chantal, oui, elle a raison, c'est-à-dire qu'il faut mettre à jour les vrais privilégiés. Et les vrais privilégiés, alors certes, il y a peut-être quelques députés qui le sont. Enfin, les vrais privilégiés, je vous dis encore, c'est le 1% des Français les plus riches qui tiennent les actions, qui viennent de se gaver de plus de 93 milliards avec le CAC 40. C'est le record en France. On est recordman d'Europe des dividendes. Le problème, il est là, c'est le coût du capital. Merci. Éric Coquerel était l'invité ce matin de Sud Radio.